On a quorum et déclare la séance ouverte. Résolution 2016-535, adoption de l'ordre du jour. Il y avait 2 points à l'ordre du jour. Le premier point, ce serait avis de motion relatif au règlement numéro 2016-512, modifiant le règlement numéro REGV-SAD 2014-400 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Et un autre point en lien avec le même point, c'est adoption du projet de règlement numéro 2016-512, modifiant le règlement numéro REGV-SAD 2014-400 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Copies signées ont été remis au greffier et à vous-même. Donc, ça va prendre un proposeur. Et proposé par Mme Hamel et appuyé par M. Marcotte. Les points en question sont insérés dans l'ordre du jour que vous avez en main, entre le point 6 et le point 7, sous une rubrique qui s'appelle « Proposition sans préavis ». On passe à la section « Dépôt de documents ». Donc, dépôt de l'état comparatif du second semestre de l'année financière 2016. Donc, dépôt du second état comparatif par la trésorière, comme prévu à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Alors, Monsieur le greffier, prenez acte que je dépose en séance ce document. Il sera disponible en ligne sur le site Internet de la Ville dès demain. Et ceux qui iront le consulter constateront qu'on parle d'un déficit pour l'exercice, pour le présent exercice, de 2 500 quelques mille dollars. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est un état comparatif qui va de septembre 2015 à septembre 2016 et que le déficit qui est annoncé là de 2,5 millions ne comprend pas les ventes de terrains non notariés. Donc, ceux qui étaient là lorsque j'ai fait le discours sur la situation financière la semaine dernière, vous rappellerez que j'ai annoncé qu'on s'en allait vers soit l'équilibre ou un léger surplus, sous réserve qu'on vende la totalité des terrains qui étaient prévus de vendre, des immeubles en fait, et qui était une prévision de 4,5 millions. Il y en a actuellement 1,15 millions de vendus et notariés, et il y a plus de 2,5 millions dont les transactions sont amorcées. Donc, ce n'est pas juste des discussions, là, il y a eu promesse d'achat, etc., mais ce n'est pas notarié. Donc, si ça se notarie avant la fin de l'année financière, avant la fin de l'année 2016, le 2,5 millions qui est là ne sera pas exact. Mais pour l'instant, rigoureusement, en vertu de la loi, il faut produire des états. Et en date du mois de septembre dernier, c'est l'état de la situation. On va passer à la section questions découlant du procès-verbal du 8 novembre 2016. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, de résolution 2016-536, approbation du procès-verbal du 8 novembre 2016. Et proposé par M. Côté et appuyé par Mme Hamel. On passe à la période de questions des citoyens d'une durée de 15 minutes. Bonjour, mon nom est Jacques Légaré, j'habite sur la 7e avenue au nord du lac Saint-Augustin. J'aimerais poser une question, mais en fait à chacun d'entre vous, même si c'est bref, même si je sais que vous ne pouvez pas faire d'engagement sur ce sujet-là de maintenant, mais vos options, et ce que vous avez en tête ou en vue pour l'aménagement des rues, au nord du lac Saint-Augustin, des rues privées ou d'autres, au bout de 3 ans, quand ce que vous avez décidé sera échu. C'est-à-dire, allez-vous municipaliser? Allez-vous paver ou empierrer? Et allez-vous protéger le cadre écologique de ces rues, dont le grand atout est la beauté écologique des arbres? Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Comme conseiller du district, je ne peux pas dire qu'il s'agit d'une réponse, mais concernant l'asphaltage ou l'empierrement, ce que vous appelez l'empierrement, tout ça, je veux tout simplement vous rappeler que ma compréhension
des règles qui prévalent au ministère des Affaires municipales, comme il s'agit d'une rue privée, la municipalité, la ville, ne peut pas procéder à l'amélioration d'une rue privée. Au mieux, la ville, si jamais, par exemple, à l'occasion du déneigement cet hiver, qui est encore assuré par la ville, arrivait un bris quelconque, il est sûr que la ville, à ce moment-là, procédera à la réparation du dommage qu'elle a causé. Mais la ville ne peut pas aller plus loin que ça. Monsieur demande, en fait, si les gens, en fait, au conseil, si on envisage une éventuelle municipalisation. Regardez, c'est un sujet qui devrait être discuté en comité plénier. Ça n'a jamais été abordé. On ne sait pas les implications, les impacts de ça, les coûts. Donc, il faut voir jusqu'où on peut aller. M. Broulotte mentionnait qu'il y a un côté légal, donc jusqu'où on peut aller là-dedans. Il nous manquerait d'informations pour vous répondre. C'est un sujet qui n'a jamais été discuté, pour être honnête avec vous. Est-ce que vous comprenez? On comprend que vous souhaiteriez avoir une position. OK. Est-ce que vous me mettez, M. le maire, dans un sujet à discuter d'un éventuel comité plénier? Ou... Vous êtes libre de convoquer plénier et de mettre les sujets que vous voulez. Non, Cela dit, je vais vous donner ma position à moi là-dessus. La municipalisation des rues privées, et je vous répète, là, c'est ma position, ce n'est pas celle de la ville, du conseil, bon, moi, n'est pas nécessairement une chose qui serait heureuse pour le bien de tous. Je comprends évidemment que pour le bien des riverains des dites rues privées, ça peut être quelque chose d'intéressant, évidemment. Maintenant, lorsqu'on municipalise une rue, il faut viser à la rendre conforme aux normes. Et ça, c'est pas simple. Il y a eu une municipalisation des avenues qui s'est faite lors des travaux de Aqueduc-Égout au lac Saint-Augustin-Nord, de plusieurs avenues, qui vont de la 10e jusqu'à la 24e, ou en tout cas, ou à peu près. Il y a des choses qui ne sont pas aux normes encore dans ces rues-là et qui causent problème. D'ailleurs, ce soir, on va passer à l'ordre du jour, on y reviendra, des problèmes sur la 15e avenue qui donc amènent une responsabilité. Il faut comprendre que lorsqu'on municipalise la rue, on prend la responsabilité de la rue. Et des coûts, il y a l'entretien et ces choses-là, mais il y a aussi les responsabilités qui viennent avec s'il y a des dommages, puis c'est de ça dont on va parler un peu plus tard dans la séance. Donc, c'est pas exclu. C'est pas exclu dans un avenir, j'ai envie de dire, lointain, mais lorsqu'on le fait, il faut bien le faire. Et évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, c'est pas quelque chose qui, à mon sens, à court terme, doit être considéré. Ce qui n'empêche pas là, ce qui a été dit, là, pas ce qui a été dit, mais ce qui a été décidé, à savoir de faire l'entretien hivernal, etc. Et pour ce qui est du revêtement des chaussées, là, puis en fait, monsieur m'a posé la question par écrit à quelques occasions, par courriel et autres, de revêtir ces routes-là avec un quelconque revêtement, là, bourbon pas cher, disons, on va dire, de gravier avec une espèce de bitume, etc. Tout ça peut se faire, ça donne une surface de roulement qui est intéressante au départ, mais lorsqu'on ne refait pas la structure de chaussée au complet, dans un horizon d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est épouvantable. Et à ce moment-là, lorsqu'on passe avec la niveleuse, bien là, on ne peut plus en fait passer avec la niveleuse parce qu'on a créé des surfaces semi-rigides, on va dire, et là, ça devient pire que pire. Donc, on le fait dans les règles de l'art ou on ne le fait pas, et ma vision des choses, je vous répète, là, puis évidemment, je vous ai dit d'entrée de jeu, c'était ma position. Qu'est-ce qu'il en sera dans 3 ans? Mais le conseil qui sera en poste, ça va être plus à même de vous répondre. Bonsoir. Bonsoir, Normand Paradis. Ce serait concernant la liste des contrats. J'ai remarqué que c'est une firme, j'imagine, Raymond Chabot Grant Thornton. Il y a pour des dépenses de près de 800 000 $. Est-ce que ça, c'est spécifique à cette année ou ça risque de se reproduire année après année, ce genre de dépenses-là? Pas année après année. Par contre, ça risque de se reproduire
essentiellement cette année, en 2017, là, le montant de 800 000, je ne peux pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de travail qui se fait actuellement au niveau de la trésorerie. Et j'en ai parlé la semaine dernière. Il y a un appel d'offres qui était lancé là, pour 4 grands volets, le diagnostic financier, puis se doter de processus en trésorerie et tout. Je dis Raymond Chabot, je ne sais pas si c'est Raymond Chabot, là, mais en tout cas l'équivalent, disons un Raymond Chabot de ce monde, c'est-à-dire une firme de comptables, là, sans nécessairement que ce soit celle-là. C'est des coûts externes énormes pour l'instant pour essayer de se doter de mécanismes puis d'aller chercher toutes les ressources nécessaires pour mettre en place tout le processus pour que ça fonctionne bien. Merci. Bien, bonsoir. Bertrand Junot. Il va être à nouveau question d'argent ce soir, d'argent, c'est-à-dire de traitement des élus municipaux, puisqu'il y a prévu l'adoption du règlement. Monsieur le maire, dans le cadre du rapport du maire qui a été publié, que vous avez lu, mais qui a été publié dans le journal, dans le MIM, qu'on vient de recevoir, on a le détail. Ma question porte spécifiquement entre les traitements et les participations. C'est bien d'avoir un traitement, mais maintenant, lorsqu'il faut-il participer aux séances du Conseil, il y a de l'absentéisme. Il y en a eu pas mal cette année, du moins c'est ce que j'ai pu constater. Il y en a un qui attire mon attention. Membre du Conseil d'administration du RTC, Mme France Hamel, 14 829 et 15. Mme Hamel, combien y a-t-il de séances à laquelle vous participez au cours de l'année 2016? J'en ai aucune idée, M. Junot. Il n'y a pas juste les séances publiques, il y a les séances de travail et je fais partie de 2 sous-comités aussi. Alors, il y a ces sous-comités-là aussi. Alors, je suis présente autant que possible à la grande majorité du temps. Comme les autres élus, il m'arrive de manquer certaines réunions. C'est arrivé. Pour vous aider, vous savez que je me documente. Ah, il y a eu 9 séances régulières. Vous avez assisté à 6, vous avez été absente 3 sur 9. Ça, c'est le tiers, et vous allez toucher 15 000 pratiquement pour ça. Et j'ai appris aussi, puisque je vous ai déjà posé une question, Est-ce que vous êtes informé sur les autres élus, M. Junot, non, ou juste je parle sur pas. moi? Moi, je m'intéresse à l'élu de Saint-Augustin-de-Mort. Ah oui, ça, je m'en doute. Et j'ai compris pourquoi vous ne pouviez pas répondre à la question, à savoir le budget du RTC. Il a été voté le 2 décembre 2015. Vous étiez absente. Alors, voilà. On va passer à la section propositions sans préavis. Résolution 2016-537. Avis de motion relatif au règlement 2016-512, modifiant le règlement numéro 2014-400 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Alors, quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, M. le maire. Donc, il y a des explications également. Essentiellement, chaque ville a l'obligation d'avoir un code d'éthique et de déontologie qui est fortement collé sur la réglementation gouvernementale. Et celui de la ville de Saint-Augustin, il y a 2, entre autres, textes, 2 qui font en sorte que ça devient difficilement applicable et difficilement viable. Essentiellement, ces 2 paragraphes-là, ou comment vous appelez ça, là? En tout cas, ces deux paragraphes-là font en sorte que, dans certaines situations, un conseiller ne peut ni voter pour, ni voter contre, sans être en conflit d'intérêts. Donc, ce qu'on fait, puis c'est dans tout le texte du Code de déontologie, c'est les 2 seuls ajouts qui ont été faits par rapport aux obligations qu'il y avait au niveau gouvernemental. Donc, ce qu'on propose, c'est de retirer simplement ces 2 paragraphes-là du règlement, simplement pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Je peux vous les lire, là, les 2 règlements, les 2 sections qu'on retire. C'est dans la section conflit d'intérêts à l'article 4. Donc, on retire les textes suivants. Tout membre doit éviter de se placer sciemment dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel. Y a-t-il quelque chose de drôle? S'il vous plaît. Oui? S'il vous plaît. Non. En fait, les ridicules, c'est les abus qui ont été faits dans l'utilisation du code. Donc, tout membre doit éviter de se placer sciemment dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches, et d'autre part, celui de la ville ou d'un organisme municipal. Et l'autre point, c'est le cas échéant, il doit rendre publique sa situation et s'abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celle-ci.
Donc, ces deux paragraphes-là faisaient en sorte, encore une fois, qu'on se retrouvait dans des situations où on ne pouvait ni prendre position ni pour ni contre. Donc, on retire ça, puis ce n'était pas requis. Et le texte, après, on enlève sans limiter la généralité de ce qui précède. On commence tout simplement en disant « Il est interdit de tenter d'agir ou de mettre d'agir de façon à favoriser dans l'exercice de ses fonctions ses intérêts personnels ou d'une manière abusive celle d'une autre personne. » Donc, encore une fois, c'est un ajustement, c'est mineur comme ajustement, mais ça avait des impacts dans certains dossiers et on veut tout simplement régulariser la situation. S'il vous plaît, Il y a pas de- alors il y a on pas va de questions, passer, oui. si vous permettez, on va passer à l'adoption du projet, comme ça on pourra en discuter. Résolution 2016-538. Adoption du projet de règlement numéro 2016-512, modifiant le règlement 2014-400 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Un proposeur. Il est proposé par M. Potvin et appuyé par Mme Hamel. Donc, je vais demander le vote. Est-ce que vous voulez vous adresser aux citoyens? Donc, je viens de le faire, monsieur le maire. On a D'accord. tout dit. Donc, le fait d'enlever ces alinéas-là, bon, on peut en discuter, on peut être pour, être contre. Cela dit, c'est plus fort que la loi. La loi, il y a deux lois, en fait, qui gèrent les cas de la déontologie, hein. Il y a la loi sur les élections et référendums. Il y a un article particulier qui dit que si un membre du conseil a un intérêt pécuniaire particulier dans un dossier quelconque, il doit le signifier puis se retirer des délibérations et du vote. Et il y a aussi la loi sur l'éthique et la déontologie, qui, elle, est beaucoup plus explicite, prévoit plusieurs choses qui apparaissent à peu près toutes dans notre code de déontologie. Pas à peu près, en fait, elles apparaissent toutes, c'est une obligation légale. Maintenant, les deux alinéas dont il est question ici n'apparaissent pas dans la loi sur l'éthique et la déontologie. Donc, c'est plus fort que la loi. Ce que le conseiller Potvin a essayé de vous expliquer, là, c'est que normalement, un conseiller est tenu de voter sur toute résolution. Le maire a possibilité de s'abstenir, mais les conseillers doivent voter. Et là, ils mettent ça en opposition avec le fait que le Code fait en sorte que dans certains cas, s'ils ont, c'est quoi le terme, c'est un intérêt personnel ou celui d'un proche, bien là, ils doivent le dénoncer puis s'abstenir de voter en vertu de notre Code, mais que ça ne respecterait pas la loi. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est ce qu'il faut regarder, c'est l'intention. Quelle est l'intention? Puis qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'avoir un code d'éthique et de déontologie? C'est d'éviter de se placer en conflit d'intérêts. Point final. Et à partir de là, qu'on ait un article ou un alinéa de notre code qui dit qu'un membre du conseil doit éviter de se placer dans une situation où il a à faire un choix entre son intérêt personnel ou celui de la ville, moi, je trouve que ça tombe sous le sens. Après ça, il faut juste avoir du jugement puis s'en servir. Fait que moi, d'enlever ça du code, bon, évidemment, l'article qu'ils ont enfreint le plus depuis la dernière année, c'est celui-là. Alors, bien, on comprend qu'ils veulent l'enlever. Maintenant, il faut comprendre aussi que lorsqu'on est devant la commission juge les choses puis le respect du code en fonction du code qui était en vigueur au moment des événements. Donc, de l'enlever, ça ne changera rien pour ce qui s'est passé depuis un an et demi. Puis pour l'avenir, bien là, moi, je vois mal la pertinence d'enlever ça de là, mais chose certaine, il semble qu'on va l'enlever. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser aux citoyens? Oui, moi, M. le maire. Écoutez, effectivement, je comprends que cette disposition-là de notre code d'éthique surpasse les exigences de la loi, mais encore une fois, il me semble que d'enlever de notre code d'éthique cet élément-là à l'effet qu'il ne faut pas se placer dans une situation qui fait en sorte qu'on a à choisir entre notre intérêt personnel et celui de la ville. Écoutez, il me semble que ça, c'est un principe comme fondamental. Il faut absolument le préserver. Et pour moi, mais peut-être que je comprends mal, étant nouveau parmi vous, peut-être que je comprends mal les dispositions de notre code d'éthique, mais il y a une porte de sortie. Si jamais, par exemple, je ne sais pas moi, l'intérêt de quelqu'un est présent dans une décision que le conseil a à prendre, bien, la porte de sortie, ça s'appelle l'abstention, tout simplement. Non, justement, elle n'existe pas, l'abstention, c'est ça.
C'est le problème. Est-ce que je peux rajouter de quoi? Oui. OK, mais regardez, on vient d'enlever les 2 paragraphes, mais le texte qui demeure, parce qu'il y avait une répétition entre le premier paragraphe et le 3e, le texte qui demeure, ça va être ça, là. Il est interdit de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d'une manière abusive ceux de toute autre personne. Il est également interdit de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d'une manière abusive ceux de toute autre personne. Donc, ces éléments-là demeurent. C'est le cœur. Ce qui était écrit, c'était une répétition. Et le problème qu'il y avait, encore une fois, c'est que la manière dont c'était écrit, ça faisait en sorte qu'on se retrouvait dans des situations où on ne pouvait ni voter pour, ni voter contre, ni s'abstenir. Donc, on corrige simplement une erreur de formulation qui a été faite à ce moment-là. Et ça n'enlève rien à la portée du règlement. On a encore l'obligation de ne pas se mettre en conflit d'intérêts. C'était clairement écrit, là. Donc, ça ne change rien par rapport à ça. C'est juste le texte, la manière dont il était rédigé qui n'était pas convenable. Alors, j'aimerais rajouter quelque chose. Là, il s'est passé un cas où un conseiller tombait dans une situation où, qu'il vote ou qu'il ne vote pas, il était en conflit d'intérêts. Parce que la loi nous oblige à voter. Le maire peut s'abstenir de voter, mais les conseillers doivent. Alors, on devenait en problème lorsqu'on doit voter sur quelque chose qu'on ne peut pas, sur lequel on ne devrait pas voter en général. L'avocat de la Ville, c'est pas n'importe qui, c'est pas nous qui avons inventé ça, c'est l'avocat de la Ville qui nous a conseillé de toute façon d'enlever ces 2 alinéas-là de sorte que, de toute façon, le Code d'éthique respecte la loi. Il nous oblige aussi à ne pas être en conflit d'intérêts de la même façon, mais nous permet de régler ce problème-là. Alors, c'est juste une question de sémantique et qui n'empêche pas le fait qu'on ne doive pas se placer en conflit d'intérêts en tout temps. Alors, ceci, ça a été suggéré par l'avocat, pas même suggéré, recommandé fortement par l'avocat de la Ville. C'est quand même pas... moi, je ne suis pas avocat, mais je pense que je vais me fier à l'avocat de la Ville avant de me fier à d'autres. Bon, écoutez, on pourra en discuter longtemps, là. On nous dit ici ce soir là, que le fait de s'abstenir, ça ne tient pas, on ne peut pas. Puis l'alinéa qu'on veut retirer, ça dit le cas échéant, donc si on est en conflit d'intérêts, la personne visée doit rendre publique ces situations et s'abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. C'est écrit là. Donc, bon, après ça, là, en fait, dans la loi, il est dit qu'un conseiller doit voter. Donc, si un conseiller s'abstient en vertu du code de déontologie, là, pour qu'un juge porte un jugement là-dessus, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui porte plainte en cour supérieure, et que là, le juge décide que le conseiller ou la conseillère devait voter absolument, alors que la personne dit « Écoutez, je n'ai pas voté parce qu'en vertu de mon code, il fallait que je m'abstienne parce que j'étais en conflit d'intérêts. » Puis là, on va essayer de nous faire croire ici ce soir que là, le juge va dire « Hey, non, tu es coupable. » Regarde. Et là, par contre, le pendant de laisser ça comme ça ici, hein, dans notre code tel qu'il est là, c'est que là, tu peux te ramasser devant la commission municipale. Et ça, c'est pas compliqué d'aller devant la commission municipale. N'importe qui d'entre vous dépose une plainte. C'est entendu devant la commission, c'est rapide, puis c'est réglé, on a un jugement là-dessus. Tandis que ce que je vous ai dit en cour supérieure, c'est un recours qui peut prendre des années, qui coûte des sous, etc., etc. Donc, le laisser ici, là, la seule personne à qui ça dérange, là, c'est quelqu'un qui soit a l'impression de l'avoir enfreint, soit a l'intention de l'enfreindre. C'est tout. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien d'enlever ça de là. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, oui, monsieur le maire. Allez-y. Moi, je ne savais pas que vous aviez une formation en droit, vraiment, là. Quand un avocat de la Ville nous recommande fortement d'enlever ces 2 alinéas-là, là, puis que vous contestez ça, moi, je trouve ça assez spécial d'expliquer aux citoyens là, quelque chose qui est du domaine légal, vraiment. Moi, je pense que les citoyens, je leur explique beaucoup de choses du domaine légal depuis 1 an et demi, puis je pense que ça va.
J'ai pas besoin d'avoir une formation en droit pour comprendre la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça vous dit rien, ça? Pas vrai. Alors, c'est simple. La loi est écrite pour être comprise, puis il s'agit de la lire, puis de l'interpréter. Puis quand on a un doute, on pose des questions, mais je n'ai pas la prétention d'avoir une formation en droit, j'ai juste la prétention de la comprendre, la loi. Alors, Et surtout, de la suivre. on va faire écouter ça à l'avocat en question. Ça vaut la peine. J'ai déjà eu la discussion avec l'avocat en question, qui m'a lui-même dit qu'on était dans le légalisme lorsqu'on embarque dans cette voie-là. Ce sont ses propres mots. On en discutera. Ben, moi, j'en discuterai pas avec vous, Mme Hamel. Non, pas nous ensemble. Ah oui, non. ça, je suis pas inquiet. Non, non, vraiment pas. Un Si vous avocat. avez des difficultés à comprendre, je vous l'ai dit plusieurs fois, vous demandez au greffier, il va vous les expliquer. Non, la mais loi. dans ce temps-là, on a un avocat Alors- qui nous l'a expliqué. Fait que, Ouais. passons à autre chose. Est-ce que c'est le même avocat qui vous a expliqué qu'il fallait rembourser les salaires versés en trop? C'était facile. Donc, est-ce que vous êtes prêts à passer au vote sur cette adoption de projet? Ceux qui sont en faveur de l'adoption du projet? Ceux qui sont contre? On passe à la section propositions. Résolution 2016-539, mairie, mandat en jury comptabilité. Considérant le récent désistement de la firme Deloitte à titre d'expert en jury comptabilité pour la Ville de Saint-Augustin-des-Maures dans le litige relatif à la quote-part d'agglomération opposant la Ville de Québec, considérant que depuis l'octroi du mandat en janvier 2016, aucun honoraire n'a été facturé à la Ville de Saint-Augustin-des-Maures par la firme Deloitte en lien avec un quelconque travail spécifiquement dédié au dossier de Saint-Augustin-des-Maures, considérant qu'en conséquence, il importe et il est dans l'intérêt de la Ville d'avoir, en plus de ses propres procureurs, des experts dédiés à l'établissement des éléments de preuve au soutien des prétentions spécifiques de la Ville de Saint-Augustin-des-Maures, considérant que jusqu'à janvier 2016, la firme comptable Quotient agissait à titre d'expert jury comptable pour la Ville de Saint-Augustin et qu'à ce titre, 232 000 lui ont été versés en honoraires, et proposé de mandater le directeur général afin qu'il contacte sans délai la firme Quotient dans le but que soit confié à cette dernière le mandat exclusif d'expert en jury comptabilité pour la Ville de Saint-Augustin-des-Maures dans le litige relatif à la quote-part d'agglomération l'opposant à la Ville de Québec. Un proposeur. Et proposé par... Je demande le vote. Il faut demander le vote et les explications après. Là. Oui. Pour discuter de la chose, il faut commencer par la proposer, l'appuyer. Donc, ça prend un proposeur. Bon. Et proposé par M. Brulotte et appuyé par M. Potvin. Donc, oui, je comprends que vous voulez demander le vote. Donc, Oui. vous voulez vous adresser aux citoyens? Oui, s'il vous plaît. Puis, Oui. en fait, je demanderai le vote pour le report à nouveau de cette résolution-là, parce qu'il y a une résolution qui a été adoptée la semaine dernière, dont on ne connaît pas encore les conclusions. Et avant de décider de donner ou non un contrat à Quotient, il faudrait connaître la conclusion de l'autre démarche qui essentiellement consistait à demander à Deloitte de revenir sur sa décision. S'il vous plaît. Donc, de demander à Deloitte de revenir sur sa décision, puisqu'on considère qu'ils sont toujours, compte tenu de la connaissance qu'ils ont du dossier, la firme la plus appropriée pour travailler sur ce dossier-là. Et surtout, et très important, au moindre coût pour les citoyens de Saint-Augustin. Alors, il y a de début janvier du début de la poursuite, jusqu'à janvier 2016, la firme Quotient a travaillé sur le dossier. Il faut comprendre que la poursuite qui est menée conjointement par les villes de l'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures, chaque ville a son procureur, ses avocats. Et chaque ville, jusqu'à janvier 2016, avait ses jurys comptables. Dans le cas de l'Ancienne-Lorette, c'était la firme Deloitte, et dans le cas de Saint-Augustin-de-Desmaures, c'était la firme Quotient. Donc, depuis le début du litige, ou à peu près, on a fait affaire avec la firme Quotient jusqu'à hauteur de 232 500 $ qui a été dépensé. Et en janvier, le mandat a été donné par le Conseil ici, dans des circonstances qu'on connaît. Je pense qu'on l'a exposé à maintes reprises, là, avec beaucoup d'entorses au code de déontologie des comptables et autres. Bon, et j'ai soulevé les choses en question et posé beaucoup de questions. Et j'ai eu énormément de réticence de la part de la firme Deloitte à me fournir les documents qui démontraient
qu'il y avait effectivement eu entorse. J'ai fini par les obtenir au moment où ils se sont désistés il y a à peine quelques semaines. Mais par contre, il faut savoir que depuis janvier, la firme Deloitte a le contrat comme tel pour la ville de Saint-Augustin et de l'Ancienne-Lorette, évidemment, et a travaillé sur le dossier de la poursuite pour les deux villes. Il était prévu que la firme Deloitte nous facture le travail qui était spécifique à Saint-Augustin-de-Desmaures seulement, qu'on ne paierait rien d'autre. Et c'était présenté comme un argument, là, comme étant positif pour nous, que ça ne nous coûterait pas cher. Ça ne nous coûte pas cher, nous n'avons rien facturé. Donc, de janvier dernier à il y a quelques semaines, la firme Deloitte a travaillé, ça je suis certain de ça, a travaillé sur la cause, mais n'a pas travaillé sur le dossier de Saint-Augustin-de-Desmaures spécifiquement. Alors, moi, j'ai un problème avec ça. Vous savez ce que j'en pense de cette poursuite-là? Moi, je pense qu'on a tout intérêt à régler plutôt que d'aller en cours se battre et de viser une loto-procès. Mais une fois qu'on a dit ça, tant et aussi longtemps qu'on ne règle pas. Si on poursuit quelqu'un et qu'on ne s'équipe pas pour gagner, bien, à quelque part, on a un méchant problème. Alors, si on veut la maintenir, cette poursuite, et ça semble être la volonté du Conseil, pourquoi on ne se donne pas les outils pour y arriver? Puis pourquoi on va vers des gens qui ont tant de réticence à nous fournir les documents lorsqu'ils les demandent? Et pourquoi on a établi les paramètres du contrat dans le dos du directeur général et du maire? Et pourquoi? Ça pue. Bon, une fois qu'on a dit ça, le contrat, il l'avait. Moi, j'ai simplement signifié que je n'allais pas signer la lettre. S'il vous plaît, merci. J'ai signifié que je n'allais pas signer la lettre mandat qui semble être très importante pour eux et ils ont décidé de se désister. Je vous invite à aller lire l'article 53 de la loi sur les cités et villes qui dit que suite à un veto du maire, c'est pas écrit comme ça, vous irez voir, suite à un veto du maire, il y a reconsidération et une fois la résolution reconsidérée, la résolution est considérée signée même si le maire ne la signe pas et tout document lié à ça aussi. Donc, si on se fie à l'article 53 de la loi sur les cités et villes, la fameuse lettre mandat est considérée signée. Moi, j'ai dit que je ne la signerai pas. Il n'est pas né celui qui va me faire signer un document avec lequel je ne suis pas d'accord. Ça, c'est sûr. Par contre, qu'une loi dise que si je refuse de la signer, elle est considérée signée quand même. Je n'ai pas de problème avec ça. Et tout, c'est tout. Donc, Deloitte, en âme et conscience, a vu tout ça, puis s'est dit, moi, je présume, je ne veux pas mettre de mots dans leur bouche, mais chose certaine, ils se sont dit, moi, je recule, je n'embarque plus dans tout ça. Alors qu'ils ont leur contrat, qui a été adopté ici en janvier dernier, puis qu'ils ont leur lettre mandat, qui est considérée signée en vertu de l'article 53 de la loi sur les cités et villes. Le reste, il faudrait leur demander à eux pourquoi ils reculent comme ça, puis qu'est-ce qui ne va pas dans leur truc. Mais maintenant, là, on a une cause. Puis il y a une cause qui, selon les prétentions des gens du Conseil ici, en tout cas une partie, va commencer imminemment. Ma prétention, c'est qu'on ne verra pas ça avant les élections, le début du procès. Et c'est les confirmations que j'ai. Mais bon, une fois il faut s'équiper. Ça en prend un jury comptable. On en a un chez qui on a investi 232 000 $. Comment ça, tout à coup, ils sont plus bons? Et je vous répète que tout ça s'est fait dans le temps des fêtes l'an dernier. Autant le mandat des Rosiers que le mandat de Deloitte, dans le dos du maire et du DG, avec l'autre ville, à qui on a remis les rênes, finalement, de notre poursuite, puis on a remis même l'entente, on n'a pas été capable de décider nous autrement, il a fallu la mettre entre les mains des Rosiers. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans tout ça. Alors moi, je suis là pour m'occuper de vos intérêts, et on m'a autorisé à signer une lettre mandat. Je ne l'ai pas signée. Deloitte a décidé de dégager. Là, on a mandaté, le Conseil a mandaté le directeur général pour lui dire, s'il vous plaît, reviens. Bien, bravo. On verra ce qui arrivera. Moi, je dis, ça presse de retourner avec Quotient ou un autre. Bon. Mais il me semble qu'après avoir mis 232 000 $ chez un fournisseur qui travaille très bien, d'ailleurs, selon nos procureurs, là, on avait un excellent service avec ces gens-là, bien, ça presse de retourner avec eux puis de se doter des outils qu'il faut. Qu'arriverait-il, je l'ai demandé la dernière fois, qu'arriverait-il dans l'hypothétique cas où l'Ancienne-Lorette et Québec règlent hors cours? Qu'est-ce qui arrive, nous, avec notre cause? On n'a plus de jury comptable? Il n'y a rien qui s'est fait spécifiquement pour Saint-Augustin? Et s'il n'y a rien à faire depuis 9 mois sur le cas particulier de Saint-Augustin, comment ça qu'on a dépensé 232 000 $? Il y a de quoi encore là d'improvisation qui va avec le reste.
qui va avec le reste de toutes les dépenses de proximité qu'on connaît ici, qui ont été faites n'importe comment, et même la poursuite, ça a été fait n'importe comment. Oui. Oui, M. le maire. En fait, quotient demeure notre deuxième choix. Et vous savez très bien que choisir un autre fournisseur que Deloitte, ça risque d'induire un délai important dans le dossier, puis possiblement que c'est ce que vous voulez. Mais je vous rappelle que le 14 décembre 2015, vous avez mis votre veto sur l'attribution d'un contrat à quotient, et que le 21 décembre, vous avez voté contre. Exact. Donc là, on est un an pratiquement plus tard, et là, vous défendez le fait qu'on devrait absolument donner un contrat. Donc, il y a quand même un petit Au mois de paradoxe. décembre l'an dernier, les membres du conseil ici voulaient donner un mandat à quotient dans une fourchette de prix allant de 150 à 297 000 pour nous rendre au procès. Et il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait une entente sur la table signée qui ne restait qu'à adopter pour régler le problème. On a fait les démonstrations financières que c'était intéressant. Et donc, je n'étais pas intéressé du tout à aller donner un chèque en blanc de 297 000 à une firme, quelle qu'elle soit. Je disais, commençons par statuer sur l'entente. Puis si on l'adopte, bien, on n'aura pas donné un contrat de 297 000 à une firme. Puis si on ne l'adopte pas, bien là, on ira vers le contrat à la firme en question. Fait que là, faites-moi pas dire n'importe quoi. Puis essayez pas d'induire les gens en disant n'importe quoi tout le temps pour essayer, tu sais, mêler le monde. Non, non, non. J'étais pas contre la firme quotient, j'étais contre le fait de maintenir la poursuite. Je voulais qu'on règle, puis il y avait une entente sur la table. Là, tout à coup, pendant le temps des fêtes, il y a eu des tractations de fêtes dans le dos de la ville, dans le dos du directeur général et du maire, pour aller négocier avec Deloitte, avec Desrosiers, puis organiser les choses. Puis là, ensuite, le mandat est allé à Deloitte, qui a travaillé sur la cause depuis 9 mois, sans travailler pour Saint-Augustin spécifiquement. Puis là, aujourd'hui, je dis, bien, dans ce cas-là, maintenant qu'ils sont retirés, ça presse, retournons chez Quotient, parce que vous voulez absolument faire la guerre à Québec. C'est tout, c'est ça, là. Fait que là, racontez-moi pas que j'étais contre Quotient, puis qu'aujourd'hui, je suis pour, puis ça se tient pas, là. C'est pas ça le point. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris ce que je viens d'expliquer? Levez la main, je vais vous le réexpliquer. Okay. C'est beau. Et il n'y a personne qui est en guerre contre Québec, Monsieur le maire. Il n'y a personne qui est en guerre contre Québec. On veut juste que les droits des citoyens de Saint-Augustin soient défendus. C'est juste ça. On n'est pas en guerre contre personne. Et on ne le prend pas personnel. Ce n'est pas une guerre personnelle contre la Ville de Québec, absolument pas non plus. Donc, on veut tout simplement pouvoir faire valoir nos droits. Et il y aura quelqu'un qui tranchera, quelqu'un d'objectif qui tranchera. Puis au Québec, on appelle ça un tribunal. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Oui, Monsieur le maire. Oui. Écoutez, il faut revenir à la racine du mal, si je peux dire. Encore une fois, je ne connais pas, bien évidemment, les motifs qui ont amené la firme Deloitte à se désister du mandat que ce conseil lui a adjugé par résolution le 25 janvier 2016. Mais par contre, avec toutes les discussions, les tractations qu'il y a eu, j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer ici que ma compréhension de cette situation-là, je voulais la résumer en 2 volets. Ces 2 volets, ou bien donc, je veux dire, d'un côté, c'est la politique contractuelle qui s'applique à la Ville. De l'autre côté, c'est la loi sur le lobbying. Or, on nous a expliqué qu'il n'y a pas un membre du Conseil, un ou des membres du Conseil, qui a échangé, qui a discuté, qui a négocié. Je ne veux pas tomber dans la sémantique. Il y a eu plusieurs emplois de mots. Donc, malgré le fait que M. le maire a réussi à obtenir un document, en l'occurrence un échange de courriels entre ma collègue, Mme Hamel, et l'associé chez Deloitte, M. Jean Blouin, et qui, à sa face même, en lisant ces documents-là, on voit qu'il y a eu des échanges entre la conseillère et M. Blouin. Mais mettons que ça n'existe pas. OK? Dieu sait que ça existe, on les a, les documents, mais mettons que ça n'existe pas. Donc, l'autre choix qu'on a, c'est de référer à la loi sur le lobbying, c'est-à-dire qu'on est en présence d'une firme gigantesque
comme Deloitte, qui aurait déposé une offre spontanée. Une offre spontanée, une proposition non sollicitée, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas eu de discussion entre la Ville et la firme Deloitte. Donc, Deloitte s'est levé un matin puis a dit, bien, ça serait une bonne affaire si je déposais une offre de service comme jury comptable dans la cause qui oppose la Ville de Saint-Augustin à la Ville de Québec. Mais le problème, c'est que Deloitte n'est pas enregistré au registre des lobbyistes. Ils n'ont pas fait de Donc, lobbyisme. s'il a fait une proposition spontanée, il manque à la loi sur le lobbying. Alors, peut-être que c'est ça aussi le motif qui a amené la firme Deloitte à se désister en disant « Oups, j'ai peut-être commis une erreur. J'ai peut-être effectivement commis une erreur, non seulement en vertu de la loi sur le lobbying, mais également en vertu du code d'éthique et de déontologie qui régit les firmes de jury comptable. » Alors, à ce moment-là, je ne sais pas, moi, encore une fois, mais j'essaye de comprendre. C'est une situation qui est devenue fort complexe, mais qui, au fond, est fort simple. Ou bien donc, il y a quelqu'un qui a discuté avec Deloitte, puis il n'y avait pas d'affaire, il n'avait pas le droit de faire ça. Ou bien donc, Deloitte est arrivé avec une proposition spontanée, auquel cas, il manque à toutes les règles concernant le lobbying puis concernant sa propre déontologie. Voilà, c'est ça. Monsieur le maire, juste, M. Brulotte, pour vous rappeler les raisons qui ont motivé Deloitte, essentiellement, ce qu'il dit, c'est que l'octroi d'un mandat à Deloitte est contesté vigoureusement par le maire et un membre du conseil municipal, je ne sais pas lequel. Là. Au surplus, le maire a indiqué à Deloitte qu'il entendait loger une plainte auprès de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et auprès du commissaire au lobbyisme du Québec. Dans les circonstances, il sera impossible pour Deloitte d'agir avec l'indépendance requise. Écoutez, c'est l'acharnement de certaines personnes envers Deloitte qui a fait qu'ils se sont désistés. Exactement. C'est tout simplement, il n'y a pas d'autre raison que ça, et vous en faites partie, M. Brulotte. Ça fait que juste pour vous le rappeler à votre mémoire. Monsieur Potvin, Je me serais acharné contre la plus grosse firme comptable au Canada. Ben, Oui, monsieur le maire. Oui, c'est exactement ça. Monsieur Vous Potvin, le dites vous-même dans certains écrits. Monsieur Potvin, Alors, moi j'ai très honte ce soir, vraiment honte. Puis c'est la raison pour laquelle... S'il vous plaît, laissez Mme Hamel s'exprimer. Et S'il vous dites-le plaît. pas d'un ton... écoutez, Quel ton c'est vous pas, voulez c'est j'utilise? S'il vous c'est plaît. pas pour rien qu'on a adopté une résolution la semaine dernière pour demander des excuses, qu'on s'excuse à Deloitte. C'est épouvantable, tout ce qui a été dit S'il vous ici plaît. en public. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si j'en reviens pas de traîner une firme comme ça, puis moi, Deloitte ou une autre, mais n'importe laquelle, la façon qu'on le fait ici à Saint-Augustin, là, je trouve ça abominable, j'ai vraiment honte. Puis on a raison de demander des excuses. Monsieur le maire, est-ce que je Oui, peux... absolument. Est-ce que je peux demander à mon collègue, M. Potvin, pour ma gouverne, puis celle des citoyens qui sont dans la salle, de relire le passage de la lettre de M. Blouin qui confirme son désistement, les raisons pour lesquelles la firme Deloitte se désiste? Oui, vous voulez que je relise? Oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, on dit en effet, l'octroi d'un mandat à Deloitte est contesté vigoureusement par le maire et un membre du conseil municipal. Au surplus, le maire a indiqué à Deloitte, c'est-à-dire qu'il entendait loger une plainte auprès de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et auprès du commissaire au lobbyisme du Québec. Dans les circonstances, il sera impossible pour Deloitte d'agir avec l'indépendance requise. Il faut comprendre que ces gens-là, ils ont d'autres choses à faire que d'aller se chicaner devant des instances, qu'ils aient raison ou non. Ça fait pour eux autres, c'est une perte de temps. Là. Ça fait que... Bon, alors, voyez-vous, regardez l'emploi des mots, comment l'emploi des mots est important. Moi, je vais parler pour moi. Monsieur le maire est fort bien capable, vous le savez, de parler pour lui. D'aucune façon, je n'ai jamais contesté vigoureusement ou non vigoureusement l'octroi d'un mandat à Deloitte. J'ai toujours questionné le processus d'adjudication. OK? Ça aurait été la firme Cossian, la firme, je veux dire, peu importe le nom de la firme, je n'ai jamais contesté vigoureusement ou pas l'octroi d'un mandat à Deloitte. OK? Et maintenant, M. Blouin, dans sa lettre de désistement, dit bien que, bon, pour éviter une éventuelle poursuite, bien, voyez-vous, ça renforce l'hypothèse que j'ai émise tout à l'heure, à l'effet que peut-être qu'il y a eu un manquement
de la part de cette firme-là par rapport à son code de déontologie ou par rapport à la loi sur le lobbying. Voilà. Mais je ne conteste pas, moi, le mandat. Et je veux rajouter quelque chose. À partir du moment où cet associé-là dit qu'un conseiller municipal conteste vigoureusement l'octroi de ce mandat-là, alors que ce n'est pas le cas, je n'ai pas besoin de vous dire que le conseiller municipal que je suis, je n'ai pas besoin de vous dire que ce qui s'appelle le lien de confiance entre une firme de jury comptable et son client, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il vient d'être rompu. Le client, c'est le conseil. Je vais ajouter que je viens d'entendre M. le conseiller Potvin dire que ces grosses firmes-là n'ont pas de temps à perdre à aller auprès de ces instances-là, qu'ils aient raison ou non. L'Ordre des comptables, c'est un ordre professionnel. Il y en a plusieurs au Québec, des ordres professionnels. Ils sont là pour protéger le public. C'est le mandat fondamental des ordres professionnels, c'est de protéger le public. Le commissaire au lobbying aussi. En fait, tout ça est fait pour que ce soit le plus transparent. Je parle pour le lobbyisme, que ce soit transparent et qu'on sache qui s'adresse aux titulaires de charges publiques. Dans le cas du commissaire au lobbying, j'ai effectivement mentionné ça à M. Blouin à un moment, parce que je voulais qu'il fournisse les documents, parce que s'il ne me les fournissait pas, les documents qui démontrent qu'il y a eu une négociation à l'insu du maire et du directeur général, s'il ne me les fournissait pas, comme m'expliquait M. Brulot tout à l'heure, c'est donc qu'il nous avait fait une offre spontanée sans être inscrit au registre. Alors, c'est normal que je lui dise, bien, si tu n'es pas inscrit au registre, puis tu enfreins le code, en fait, la loi sur le lobbying, bien, ça ne va pas, puis je vais m'adresser au commissaire. Ça a commencé, il a commencé à donner quelques documents. Il a envoyé un petit peu de courriel sans les lettres, puis ci, puis ça. Ensuite, je lui ai parlé de l'ordre des comptables parce qu'en fait, il doit, en vertu de la loi, puis en vertu de son code, me fournir tous les documents que je demande. Ça, c'est sans compter le fait qu'il y a des normes en jury comptabilité qui sont partagées par tous les ordres canadiens qui mentionnent que les termes du contrat devaient être établis avec le client, lequel client est la ville et non une conseillère, et donc il avait enfreint ça aussi. Et tout à coup, il s'est dit, tiens, moi, je pense que je ne prendrai pas ce mandat-là. Peut-être que M. Blouin a beaucoup plus de respect pour son ordre que M. Potvin semble lui en prêter. Moi, je pense qu'il sait c'est quoi un ordre. Et lorsque M. Blouin mentionne dans la lettre que nous a lue 2 fois M. Potvin, lorsqu'il mentionne qu'il n'aura pas l'indépendance nécessaire pour mener à bien le contrat en question, bien, vous irez lire le code de déontologie de l'Ordre des comptables professionnels agréés. Vous irez lire l'article 36 qui réfère aux normes comptables canadiennes. C'est à 100 pages. Vous irez lire tout ça. Moi, je les ai lus. Je lui en ai parlé. Tout à coup, il s'est dit, ouais. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais chose certaine, il vous a écrit qu'il ne voulait plus le mandat. Je présume qu'il a pu consulter autour de lui certains experts pour voir qui avait raison dans le dossier. Je pourrais rajouter quelque chose en terminant, M. le maire. C'est incroyable, là, chers citoyens qui êtes dans la salle. Là. Vous avez le droit à un tribunal populaire. On assume un paquet de choses, on soupçonne, et c'est de ça qu'il faut s'excuser. On le fait publiquement, en plus, on détruit la réputation de cette firme-là. Moi, j'en reviens pas. Alors, je termine là-dessus. On est chanceux de pas être poursuivi. Oui. S'il y a une réputation ici qui est entachée, c'est celle de quelqu'un qui a travaillé dans le dos de la ville avant le 25 janvier. J'ai une lettre ici signée par M. Blouin datée du 22 janvier 2016 adressée à l'attention des membres du conseil municipal. À ce que je sache, dans toutes les villes au Québec, le maire fait partie du conseil municipal. Je n'ai jamais eu cette lettre-là. C'est Mme Hamel qui l'a reçue et qui ne l'a pas partagée avec les membres du conseil, mais qui l'a par contre partagée avec ses collègues. Tel que convenu, j'ai présenté votre projet de lettre à mes collègues conseillers. C'est ça qui est écrit ici.
nous aimerions y voir apparaître, etc., etc. On était en pleine tractation, négociation. Je n'ai jamais vu l'ombre de cette lettre-là avant que M. Blouin me la transmette en se désistant il y a quelques semaines. Alors, la réputation, puis la honte et tout ça, là, je veux dire, à un moment donné, on peut pousser, mais il faut pousser égal. C'est n'importe quoi, cette histoire-là. C'est pas Est-ce que vous n'importe êtes prêts? Non, Monsieur le maire, Oui, je allez-y, rajouterais allez-y, vous quelque avez chose, fini. là? Oui. Allez-y. Oui, je devrais me taire S'il de vous plaît. toute façon parce que vous rajoutez toujours quelque chose. C'est rare, je suis d'accord avec vous, mais là, je le suis. C'est ça. Alors, encore une fois, vous faites la même chose à Deloitte que vous faites constamment depuis que vous êtes élu aux membres du conseil. Alors, je vais poser un geste très prochainement. Et, S'il vous plaît, s'il vous plaît. et je S'il vous vous en plaît. ferai part. Et ça n'a rien à voir avec une démission. Bon. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes prêts à passer au vote, maintenant qu'on sait que Mme Hamel va poser un geste? Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption Ah oui, excusez-moi. Donc, on parle d'un report. Qui est en faveur du report de la résolution? Qui est contre? Donc, on passe à la résolution 2016-540, Direction générale, adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de 2017-18, 18-19 et 19-20 et prévision de clientèle de la Commission scolaire des découvreurs. Et proposer d'informer la Commission scolaire des découvreurs que la Ville est en accord avec le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017 à 2020 et d'autoriser M. Sylvain Junot, maire, à signer le formulaire de retour de consultation. Un proposeur. Et proposé par M. Potvin et appuyé par Mme Hamel. Il s'agit d'une obligation qui est prévue dans la loi sur l'instruction publique, où les commissions scolaires doivent soumettre leur plan triennal d'immobilisation et les prévisions de clientèle aux villes sur lesquelles ils ont des établissements. Résolution 2016-541, Trésorerie, désignation de signataires autorisés. Et proposer d'autoriser le trésorier ou son remplaçant, conjointement avec le maire ou son remplaçant, à signer les chèques, contrats de prêt, obligations, billets et autres effets bancaires ou tout document financier auprès de la Caisse populaire des Jardins de Saint-Augustin-des-Maures ou de toute autre institution financière autorisée par résolution du conseil municipal, d'autoriser le directeur général à agir à titre de deuxième signataire si l'un des deux co-signataires ci-dessus mentionnés et leur remplaçant sont dans la possibilité d'agir et que la présente résolution remplace et abroge toute résolution adoptée antérieurement à cet effet. Un proposeur. Et proposé par Mme Lortie et appuyé par M. Potvin. Donc, il y a eu plusieurs changements de personnel à la trésorerie et donc on vient redéfinir qui peut faire quoi en termes de signature. Résolution 2016-542, Trésorerie, désignation d'un administrateur principal accédé Affaires Desjardins. Et proposer de nommer le trésorier ou son remplaçant administrateur principal du site accédé Affaires Desjardins pour le compte de la Ville de Saint-Augustin-des-Maures et d'abroger la résolution 2016-230 adoptée lors de la séance ordinaire du 17 mai 2016. Et proposé par Mme Lortie, appuyé par M. Marcotte. Résolution 2016-543, Trésorerie, adoption des comptes payés et à payer. Monsieur le greffier adjoint, veuillez noter que je vais m'abstenir de participer aux délibérations et de voter parce qu'il y a 2 factures qui apparaissent dans la liste des comptes payés et à payer qui sont en lien avec des gens qui font partie de ma famille, donc le Laboratoire d'expertise de Québec et la Société d'histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Donc, il est proposé Monsieur d'autoriser le Greffier, paiement des comptes à payer. Pardon? Monsieur le greffier, Oups, je m'excuse. oui, moi aussi, je désire m'abstenir et je veux dire que je me suis abstenue des discussions pour ce point au plénier et que je vais m'abstenir de voter, pour être certaine de ne pas contrevenir à notre code d'éthique là, tel qu'il est rédigé actuellement. Il faut déclarer la nature de son intérêt. Ben, j'ai un lien avec des personnes qui figurent dans la liste des comptes à payer. J'ai pas besoin de. Je pense pas que mon devoir soit au-delà de ce que je rende public exactement les détails de ce qu'il y en est. Je fais. Puis de toute façon, le Conseil est très au courant des faits. Alors, j'ai pas besoin de rendre ça public.
le conseil est au courant. Donc, excusez-moi, vous êtes en train de nous dire que vous ne rendez pas publique la dénonciation publique que vous faites de votre intérêt. C'est bien Ben oui, ça? je rends Parfait. public. Non, mais Je vous ne rends déclarez public. pas la nature de votre intérêt. Ben, Donc, vous ne le dites pas. C'est difficile à dire parce que les liens sont complexes. Alors, je ne prends pas de chance, autrement dit, parce que justement, tel qu'expliqué par monsieur Potvin tout à l'heure et M. Marcotte d'ailleurs, il y a différents avis et je peux vous assurer que j'ai pris toutes les précautions nécessaires, tous les moyens nécessaires pour respecter mon code d'éthique. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que que j'ai quelque chose à me reprocher à ce sujet-là.